Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre FMC Club d'aujourd'hui. D'après les inscriptions, je crois que vous êtes assez nombreux, je ne peux pas tous vous voir à l'écran, malheureusement. Mon nom est Marc Siquès, je suis membre du comité directeur du Forum Managed Care, le forum suisse des soins intégrés. Le FMC a pour but de promouvoir l'intégration des soins et nos actions importantes et l'échange de connaissances et d'expériences en vue d'améliorer les soins de santé. Avec ce FMC Club, nous espérons ainsi pouvoir contribuer au transfert de connaissances scientifiques actuelles vers la pratique. Nous sommes très heureux de collaborer avec le Programme national de recherche PNR 74 comme partenaire de coopération pour cette série de webinaires. Dans le cadre de cette série, nous vous présenterons les résultats actuels de la recherche et nous réfléchirons ensemble de manière pratique avec des experts sélectionnés et spécialisés. Le webinaire d'aujourd'hui se penche sur la question de savoir dans quelle mesure les cercles de qualité interprofessionnelle améliorent la qualité de la médication dans les établissements médico-sociaux. Les problèmes liés à la polymédication occupent une grande part de la prise en charge des patients, particulièrement ceux représentant des polymorbidités. Comment identifier à temps et corriger ces médications inadéquates constitue aujourd'hui un défi de taille pour les soignants. Et c'est précisément l'objet des travaux qui nous seront présentés aujourd'hui et que nous nous réjouissons de pouvoir découvrir ensemble. À propos de nos intervenants d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la Dr Anne Nicki et le Dr Damien Catteau de l'unité de recherche de la pharmacie d'Unisanté à Genève, qui sont également affiliés à la faculté de pharmacie de l'Université de Genève. D'autre part, nous avons aussi le plaisir d'accueillir le professeur Omar Kerad, professeur de médecine et médecin-chef de l'hôpital de la Tour, représentant du comité Smarter Medicine. Le premier projet qui nous sera présenté sera le projet OLD-NH, donc Opportunities and Limitations of this Deep Prescribing in Nursing Homes. Ce projet sera présenté donc par les docteurs Anne Nicki et le docteur Damien Catteau d'Unisanté. Et suite à cette présentation, le professeur Kerad nous fera part d'une mise en perspective pratique et de diverses réflexions sur ce projet et nous présentera également les résultats d'une étude à laquelle il a participé. Donc, nous attendons avec impatience les résultats de ce projet et les réflexions, les débats qui suivent. Avant de commencer, quelques points sur le déroulement. Donc, l'ordre du jour est un petit peu plus chargé que prévu, donc il n'est pas exclu que nous dépassions de 5 à 10 minutes l'horaire qui était originellement prévu. Pour l'interprétation simultanée en français ou en allemand, pardon, vous pouvez activer la fonction d'interprétation qui se trouve en principe au bas de votre écran. Et vous êtes vivement encouragé à participer à la discussion qui va suivre les deux présentations. Donc, vous pourrez prendre la parole et vous adresser directement à nos intervenants. Vous pouvez poser vos questions et faire part de vos remarques avec la fonction Q et R. Avant de laisser la parole à Manuela Utterly du Programme national de recherche, notre partenaire, pour une brève présentation du PNR 74, je tiens à remercier les partenaires hors du Forum Managed Care pour leur soutien. Et sans ce soutien, évidemment, ce webinaire n'aurait pas été possible. Donc, ils sont vivement remerciés ici. Donc, sans plus tarder, chère Manuela, je vous cède la parole. Ja, ganz herzlichen Dank, Marc Siquès. Ich freue mich sehr, dass wir unsere erfolgreiche Webinarserie des NFP 74 zusammen mit dem Forum Managed Care weiterführen dürfen. Ein paar einführende Worte zum NFP 74. Ich werde nun meinen Bildschirm freigeben. Genau, sehen Sie denn die Präsentation bereits? Ja. Sehr gut. Das nationale Forschungsprogramm ist 2017 gestartet, läuft jetzt aus. Also es ist eigentlich seit Ende des Jahres ist die Forschung mehr oder weniger beendet. Das Forschungsprogramm hatte 3 Ziele verfolgt. Es wollte evidenzbasierte Grundlagen bereitstellen, um smarte Lösungen für das Schweizer Gesundheitswesen bereitzustellen. Es wollte Hinweise geben, wie man Gesundheitsdaten optimieren kann und auch zu einer starken Forschungsgemeinschaft beitragen. Welche Maßnahmen haben wir umgesetzt, um diese 3 Ziele zu erreichen? Sie sehen hier unsere Forschungsarena.
Wir haben nämlich mit rund 20 Millionen Franken in diesen Jahren 34 Forschungsprojekte in der Schweiz gefördert. Diese Forschungsprojekte waren sehr vielfältig in verschiedensten Versorgungssektoren angesiedelt. Sie haben sich auf die Patienten und ihre Bedürfnisse fokussiert. Sie haben sich auf die Zusammenarbeit der Leistungserbringer konzentriert. Sie haben sich zu Managementfragen geäußert und sie haben auch zu politischen Fragestellungen Forschung betrieben. Also das war das Herzstück, diese Förderung der 34 Forschungsprojekte, wovon wir ja heute eines vorgestellt erhalten. Weiter war ganz wichtig, dass in diesen Forschungsprojekten die Jungforschenden gefördert wurden. Da haben wir ein eigenes EHCL, Emerging Healthcare Leaders Programm, umgesetzt, weil diese Jungforschenden sind die Zukunft für die Versorgungsforschung in der Schweiz und ein wichtiges Ziel ist ja eben diese Forschungsgemeinschaft in der Schweiz zu stärken und diese haben maßgeblich dazu beigetragen. Und wir haben großen Wert gelegt auf den Wissenstransfer, dass wir die Forschung und Policy und Praxis von Beginn an zusammengebracht haben. Wie gesagt, wir hören heute den Beitrag des Projektes 6 von Anne Nicki und ihrem Team Interprofessionelle Qualitätszirkel zur Verbesserung der Medikation in Alters- und in Pflegeheimen. Wenn Sie nach dieser Präsentation noch weitere Unterlagen dazu möchten, haben wir auch auf der NFP74 Webseite weitere Infos, unter anderem auch einen Film über das Projekt, wo die Forschung, aber auch die Beteiligten zu Worte kommen. Wir sind nun am Ende des NFP74, unsere Ergebnisse liegen vor. Wir hatten letzten April eine große Konferenz in Luzern durchgeführt. Der Fokus des NFP74 lag immer auf den Menschen in ihrem Lebenskontext, auf den Menschen, die Patientinnen und Patienten versorgen, pflegen, betreuen, aber auch die Menschen, die die Rahmenbedingungen gestalten. Diese Menschen sollen auch in Zukunft im Dialog sein. Wir hoffen, dass das NFP74 bzw. seine Vision weitergeführt wird. Verschiedene Institutionen sind daran, das auch in die Zukunft überzutragen, dass das, was wir erreicht haben, auch weitergeführt wird. Wenn Sie sich für weitergehende Ergebnisse interessieren, es gibt Synthesis Working Papers zu verschiedenen Themen. Sie finden das alle auf der Webseite des NFP74. Und was unser Höhepunkt ist, morgen Donnerstag wird unser Programmfazit veröffentlicht. Es gibt eine Medienkonferenz. Wir versenden das Programmfazit auch per Post und per Newsletter. Also wer noch nicht angemeldet ist für den NFP74 Newsletter, gehen Sie auf die Webseite und registrieren Sie sich, damit Sie die Information bekommen. Oder besuchen Sie einfach die Webseite. So, nun freue ich mich sehr auf die Präsentation. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich teilnehmen. Vielen Dank an das Projekt und an unsere Partner. Vielen Dank, Manuela. Et maintenant, nous passons directement à la présentation du projet par les docteurs Nicki et Cato, le projet OLD-NH. Voilà, je vous cède la parole. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette opportunité qu'on a aujourd'hui de vous présenter les résultats de ce projet de recherche, donc appelé OLD-NH comme vous l'avez dit, et qui faisait partie de ce grand programme Smarter Healthcare. Donc en fait, en plus de ce financement du Fonds national, nous devons déclarer aussi un financement du canton de Vaud, de la Direction générale de la santé, puisque nous avons un mandat de monitoring des activités d'assistance pharmaceutique qui sont faites dans les AMS du canton depuis 2013, avec d'autres développements associés. On y reviendra en fin de présentation. Et puis, Damien, aussi dans le cadre de ce projet, a longtemps été coordinateur cantonal, même avant sa thèse d'ailleurs. Et puis, il a aussi lui-même mené l'assistance pharmaceutique dans 2 AMS pendant quelques années. Et donc, voilà, tout est dit, on peut commencer. Le contexte finalement dans lequel on a réfléchi
à ce projet, c'est celui de l'assistance pharmaceutique dans 2 cantons, Fribourg et Vaud. C'était un contexte assez favorable puisqu'on avait une dynamique interprofessionnelle implémentée depuis 2002 sur Fribourg, financée par un système très particulier, mais par les assurances. Et puis un système d'assistance pharmaceutique dans le canton de Vaud depuis 2010 avec un financement cantonal. Cette assistance pharmaceutique, à l'époque, était basée sur une dynamique de cercle de qualité, une dynamique interprofessionnelle, où finalement l'objectif était d'optimiser les choix thérapeutiques au sein des classes thérapeutiques. Et puis, on avait vraiment ce travail interprofessionnel où le pharmacien travaille les statistiques de prescription au sein de l'institution en regard des évidences de la littérature, donc quelque chose d'assez théorique, mise en perspective avec le point de vue très clinique, l'expérience clinique du médecin. Et puis aussi une ouverture plus large encore avec l'apport des infirmiers et infirmières sur le contexte propre des résidents, leurs difficultés vraiment pratico-pratiques. Malgré cette bonne dynamique, les bons résultats, on a pu remarquer qu'il y avait un problème résiduel, à savoir la polymédication, qui est très importante chez ces patients, tout d'abord de par la complexité de leur situation clinique. Et puis, cette polymédication, forcément, elle engendre, elle est constituée en partie de médicaments inappropriés. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y a de la place pour proposer des projets de prescription ciblés. Donc, ce projet, il était conséquent, avec une première phase exploratoire où on a cherché finalement à savoir quel était le point de vue des résidents et de leurs proches sur cette déprescription. Souvent, on entend les soignants dire « moi, j'arrêterais bien, mais le patient y tient ou la famille va s'opposer ». Donc, on voulait vraiment savoir ce qu'il en était réellement. On a aussi voulu savoir quels étaient les médicaments inappropriés qui étaient prescrits, consommés dans ces EMS. Donc, on a vraiment développé un outil, Damien a développé un outil pour mesurer ces PIM, ces médicaments inappropriés, qu'on a construit grâce aux critères explicites de Stop Start et de NordJet, il y reviendra. Et puis, finalement, force de toutes ces données, on a pu construire 2 interventions consécutives. Une première vraiment au niveau du cercle, dans cette dynamique des EMS, dans cette dynamique des cercles de qualité, vraiment pour faire des consensus, cibler des prescriptions de certaines classes thérapeutiques et d'enchaîner ensuite avec des analyses de médication, vraiment une intervention centrée cette fois-ci sur les résidents. Parallèlement à ça, on a vraiment aussi voulu étudier l'implémentation de ces interventions, comment ça se passait dans la pratique, quelles étaient les barrières, les facilitateurs, pour aussi dans cet esprit de continuer à mener ce genre d'intervention, les implémenter durablement finalement après le projet de recherche. Donc, cette première partie exploratoire, nous avons réalisé 2 études qualitatives en collaboration avec des sociologues de l'ESSAV, la Haute École de Santé du canton de Vaud, où on a mené des focus group avec un groupe infirmier, une dizaine d'entre elles, et puis des pharmaciens pharmaciennes. On a aussi mené des entretiens avec les médecins qu'on n'a pas réussi à réunir en focus group, mais c'est pas grave, on a utilisé la même grille d'entretien. Et puis les sociologues se sont aussi déplacés dans les EMS pour interroger les résidents et leurs proches. Donc, ce qui est sorti finalement de tout cela, ce sont des barrières au niveau individuel. Les soignants vraiment expriment une certaine crainte à déséquilibrer une situation clinique relativement complexe, où on a des patients qui ont aussi des atteintes cognitives, donc faire des changements dans ce contexte-là, c'est toujours un petit peu, on remet en question peut-être quelque chose de stable, donc c'est embêtant. Les infirmières aussi expriment beaucoup ce souhait de s'aligner avec l'objectif de vie des résidents. Ça, c'est assez important parce qu'elles ont aussi parfois le sentiment que comme c'est des personnes très âgées, on va peut-être prendre des décisions à leur place. Et puis, une crainte qui est assez vraiment répandue, c'est que cette déprescription soit perçue par le patient et surtout ses proches comme un abandon de soins. C'est vrai que ce contexte TMS étant un peu particulier, il y a cette crainte-là. Quand on a interrogé finalement les résidents et leurs proches, c'est pas du tout ce qui est ressorti. Eux, ils expriment vraiment
le fait qu'ils sont dépossédés de beaucoup de choix quand ils entrent en EMS, pas seulement les médicaments, hein, c'est aussi ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, etc. Pour la question propre liée au risque des médicaments, ils la délèguent vraiment volontiers aux soignants, en particulier à leurs médecins traitants, évidemment. Ils sont très sensibilisés à la problématique de la polymédication, ils veulent vraiment prendre que les médicaments nécessaires. Ils sont vraiment prêts à arrêter certains médicaments si ça leur est présenté par leur médecin, en particulier ceux, évidemment, pour lesquels ils ressentent des effets indésirables ou ceux pour lesquels ils ne perçoivent pas d'efficacité, par exemple. Donc, vraiment, cette ouverture-là. Les proches ont aussi un peu cette attitude, ils ne se sentent pas avoir les connaissances, les compétences pour pouvoir intervenir très activement dans cette gestion médicamenteuse. Au niveau des institutions et du système de santé, on voit qu'il y a aussi cette problématique du dossier patient où on a quelque chose des fois d'incomplet, un historique qui manque, pourquoi certains médicaments ont été introduits, si ça a été fait avant l'entrée en institution. Donc là, il y a quand même cette limite-là. On a aussi le fait que on relève le fait finalement que plus il y a d'intervenants, plus c'est compliqué d'intervenir justement sur les dossiers des patients. Il y a des institutions où il y a un médecin référent, quelques autres, mais il y en a certains où c'est vraiment beaucoup d'intervenants et c'est un peu compliqué parfois. On relève aussi l'intérêt d'avoir cette dynamique interprofessionnelle préétablie pour faire ce genre d'approche. Donc les séries de qualité, l'assistance pharmaceutique. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est ressorti. Ah oui, pardon, j'ai oublié la question de la rémunération, évidemment, qui est très importante, où du fait que voilà, on n'a pas un temps infini à pouvoir passer avec le patient, et le fait que ce ne soit pas forcément rémunéré, c'est un peu compliqué à intégrer dans les activités. Donc, on souhaite qu'il y ait une rémunération adaptée, en particulier pour le pharmacien qui va passer réellement beaucoup de temps à cette réflexion pharmacologique lorsque on fait des analyses de médication. Et puis, c'est vrai que lui, moins il y a de médicaments prescrits, moins il est rémunéré. Donc, il y a vraiment cette idée de revoir un peu le système de rémunération pour pouvoir financer ces prestations non liées à la remise de médicaments. Voilà, là, je vais passer la parole à Damien. Oui, merci Anne. Le temps de reprendre la main sur la présentation. Voilà, c'est le cas. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme Anne vous l'a dit, une des questions qu'on se posait au départ de ce projet, c'était de savoir qu'est-ce qui était consommé dans les institutions pour personnes âgées. Alors, on a travaillé sur les EMS des cantons de Vaud et de Fribourg parce qu'on disposait de leurs données. Et ce qu'on a identifié, c'est qu'en 2018, les résidents de ces institutions recevaient en moyenne 7,3 doses standards de médicaments par jour, alors avec évidemment une grande variabilité, mais ça confirme l'hypothèse que ces résidents de EMS sont polymédiqués. Et puis sur ces 7,3 médicaments, eh bien, il y en a 2,5, donc à peu près un tiers, qui seraient potentiellement inappropriés. Donc, je ne m'étends pas sur le sujet, je pense que c'est une question que vous connaissez maintenant tous assez bien. Alors, quels sont ces médicaments potentiellement inappropriés? On retrouve finalement les usual suspects en gériatrie, tous les traitements psychoactifs, que ce soit des antidépresseurs, des benzodiazépines ou des neuroleptiques. Et puis, les listes de médicaments inappropriés intègrent aussi maintenant certains traitements utilisés en prévention, surtout la prévention cardiovasculaire, et donc on retrouve aussi dans la liste potentiellement des médicaments qui ne seraient plus nécessaires, comme les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, les antihypertenseurs, et les grands classiques, évidemment, aussi les IPP. Alors, cette utilisation de médicaments potentiellement inappropriés, on a aussi regardé comment elle avait évolué au fil du temps. On a comparé donc, les EMS entre eux. Alors, ce graphique est un petit peu difficile à lire, mais vous voyez qu'en 2018, par exemple, si on s'intéresse aux points qui sont en bleu, qui présentent les traitements qui seraient éventuellement à réévaluer, donc ceux qui présentent peut-être un risque à long terme, on a des grandes variations entre les institutions. Il y a un facteur presque 10 entre la consommation de l'EMS qui consommait le moins de ces médicaments potentiellement inappropriés et celui qui en consommait le plus. Alors, comment est-ce que ça a évolué au fil du temps? Eh bien, cette consommation de médicaments inappropriés, elle baisse, c'est une bonne nouvelle. Elle baisse malheureusement d'une manière qui est statistiquement significative, mais qui est certainement cliniquement très très peu pertinente, puisqu'avec le rythme de diminution qu'on avait entre 2014 et 2018, il faudrait une trentaine d'années pour diviser par 2 la consommation de ces institutions. Donc, il était nécessaire d'être un petit peu plus actif que ce qui était déjà le cas pour réduire l'utilisation de ces médicaments. Alors,
Ce que nous avons fait, donc, comme elle l'a dit, on a utilisé une approche à 2 niveaux. Une première approche qui avait un effet au niveau de l'institution dans son ensemble, en utilisant la méthodologie des cercles de qualité qui rassemblait les infirmières et infirmiers, les médecins et les pharmaciens de l'institution. Donc ça a été l'objet d'un essai randomisé contrôlé dans lequel on a travaillé avec une 60aine d'institutions dans le canton de Vaud et dans le canton de Fribourg. Alors, les institutions qui étaient allouées au groupe au groupe contrôle, pardon, alors eux, ils continuaient à travailler comme ils le faisaient à l'accoutumée, avec la même méthodologie. Et puis ceux qui étaient assignés au groupe intervention, donc ils avaient cette intervention qu'on a appelée QCDMO, donc pour Quality Circle Deprescribing Module, donc un module de déprescription pour cercle de qualité. Alors qu'est-ce que faisait cette intervention? Eh bien, on avait une discussion interprofessionnelle, comme à l'habituel dans des cercles de qualité, et à l'issue de cette discussion, eh bien, il y avait un consensus de déprescription qui était mis sur le papier, qui était une production collaborative avec les 3 professions participantes. Et puis, il y avait aussi des stratégies d'implémentation, que je vais vous présenter ensuite, qui étaient définies pour ce consensus. Et puis, finalement, l'implémentation de ce consensus était démarrée par principalement les médecins et les équipes infirmières, mais également par certains pharmaciens ou pharmaciennes, selon ce qui était décidé pendant la séance. Et puis, on a ouvert la possibilité aux OMS qui participaient au groupe contrôle de mettre en œuvre l'intervention une année plus tard, puisqu'on ne voulait pas frustrer les bonnes volontés. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble, ces consensus de déprescription? Vous en avez ici un exemple. C'est quelque chose qui est finalement absolument pas révolutionnaire. Un OMS qui s'est intéressé à l'utilisation du pantoprazole, et qui ont décidé de réduire la dose des médicaments qui étaient asymptomatiques ou qui n'avaient pas d'indication evidence-based pour l'utilisation d'un IPP à haute dose. Et puis, les modalités de mise en œuvre, ou cette fameuse stratégie d'implémentation, eh bien, c'est que le pharmacien ou la pharmacienne, dans ce cas-là, y participait avec l'identification des résidents qui recevaient un traitement. Le médecin prenait la décision de déprescrire chez un résident individuel, et puis ça, c'est important de souligner que les médecins gardaient leur liberté de prescription lors de l'étude, et puis que les infirmières et infirmiers, eux, ils monitoraient l'impact de l'intervention dans les 4 semaines, en particulier l'effet rebond, et ils avaient éventuellement à disposition des traitements d'urgence pour permettre de soulager des éventuels symptômes négatifs. Alors, ces consensus, ils ont été définis au sein de la trentaine d'OMS du groupe intervention. Vous voyez ici les classes thérapeutiques qui ont été abordées. Donc, la majorité des institutions ont choisi de travailler sur les IPP, sur les statines, une dizaine sur les benzodiazépines et leurs collègues, et puis relativement peu sur ces traitements dont on parle beaucoup, en particulier des neuroleptiques. Alors, quel impact est-ce que ça a eu? Eh bien, sur notre outcome primaire, qui était le nombre de doses de médicaments potentiellement inappropriées par résident ou résidente moyen ou moyenne, eh bien, on avait une dose à baseline qui était celle que je vous ai présentée avant, à peu près 2,3, 2,4. Et puis, malheureusement, l'intervention, elle n'a pas eu d'effet significatif sur cette métrique-là. On n'a pas pu diminuer la quantité de médicaments inappropriés totale dans ces institutions. Par contre, on a vu un effet significatif sur ces traitements qu'on considère à réévaluer, donc ces médicaments qui sont généralement des traitements utilisés à long terme, en prévention, dans lesquels on a justement les IPP ou les médicaments antihypertenseurs. Et là, on a vu une réduction d'à peu près 10% de la consommation. Alors, un point à souligner, c'est que les participants dans ce projet avaient le choix des classes thérapeutiques sur lesquelles ils pouvaient travailler. Vous voyez ici la liste de la dizaine de classes sur lesquelles ces OMS pouvaient travailler. Et puis, on s'attendrait à ce que finalement, ce soit les classes les plus fréquemment utilisées ou consommées en plus grande quantité qui reçoivent le plus d'attention. Et c'est malheureusement pas ce qu'on a constaté. Et c'est peut-être une explication du manque d'efficacité de cette intervention. Si on prend l'exemple des antihypertenseurs, qui étaient de très loin la classe potentiellement inappropriée la plus consommée, vous voyez que le nombre d'institutions qu'on travaille dessus, il est très inférieur à celui du nombre d'institutions qu'on travaillait sur les IPP, la troisième ligne, qui était pourtant 3 fois moins consommée. Donc, une des hypothèses que nous, on émet sur le manque d'effet de cette intervention, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'institutions qui ont travaillé sur des classes sur lesquelles ils n'auraient pas dû s'attarder et qu'ils ont peut-être manqué la cible des médicaments les plus utilisés.
Un exemple, c'est qu'il y a une institution qui a fait un consensus très détaillé sur l'utilisation ou l'arrêt des biphosphonates dans son établissement. Et en fait, en rétrospective, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun résident qui utilisait un biphosphonate déjà au départ dans l'étude. Donc, notre conclusion sur cette première intervention, c'est que ce cercle de qualité, il est faisable, qu'il est relativement efficace, mais qu'on peut probablement augmenter son efficacité. Et puis, ce que je n'ai pas encore présenté, c'est l'effet sur les indicateurs de sécurité, comme les chutes ou les hospitalisations. On n'a pas constaté d'amélioration ou de péjoration de ces indicateurs. Donc, finalement, toutes choses étant égales, ils ont réussi à réduire la consommation de médicaments sans péjorer la situation des résidents. Justement, en parlant des résidents, donc la deuxième intervention s'intéressait à des résidents individuels. Et dans le cadre de cette deuxième intervention, qui a eu lieu uniquement dans les EMS qui ont mis en œuvre la première que je viens de vous présenter, comme Anne l'a dit tout à l'heure, on a réalisé des analyses de médication, donc dans cette institution chez 31 résidents. Ces analyses étaient faites par les pharmaciennes et pharmaciens, et puis elles étaient ensuite discutées avec l'équipe soignante et l'équipe médicale responsable du résident ou de la résidente. Donc ces pharmaciennes et ces pharmaciens faisaient des propositions de modification du traitement. Vous en avez ici un exemple à l'écran. Il y avait un exemple, par exemple, d'arrêter un traitement du diabète. Et puis cette modification, elle était donc discutée avec médecins et infirmières. Là, cette modification a été acceptée. Et puis elle était ensuite discutée aussi avec le résident ou ses représentants, le cas échéant, pour s'assurer que ça correspondait aussi aux objectifs de soins. Une fois que la modification acceptée par tous, elle a été mise en œuvre, eh bien, il y avait une période de suivi qui durait 4 mois. Alors, chez les 30 résidents qui ont participé à l'étude, on a eu à peu près 170 changements qui ont été proposés par les pharmaciennes et les pharmaciens, 80 qui ont été acceptés par tous, donc y compris les résidents, donc ça fait à peu près la moitié, ce qui est plutôt bien quand on compare ce taux de succès à celui qu'on retrouve pour des interventions similaires dans la littérature. Et puis finalement, après 4 mois de suivi, on avait la majorité des modifications qui avaient été faites, qui avaient été maintenues. Donc les médicaments n'avaient pas été réinstaurés. Alors, je n'ai pas de slide sur le sujet, mais on a aussi très peu d'effets indésirables. On a dû déclarer 3 événements indésirables uniquement à la commission d'éthique, dont, alors, malheureusement, un saignement gastrique. Mais dans l'ensemble, c'est une intervention qui a aussi été relativement sûre. L'impact sur la consommation en médicaments, alors là aussi, comme on avait un très petit collectif, on n'a pas pu détecter un impact sur notre outcome primaire, qui était le nombre de médicaments potentiellement inappropriés. Par contre, là où on a vu un impact positif, c'était finalement sur les dosages de ces médicaments potentiellement inappropriés. Vous voyez ici, par exemple, le nombre de doses de médicaments par jour qui a été réduit significativement d'à peu près un quart. Et puis, si on s'intéresse aux traitements utilisés à long terme, comme justement ces IPP ou ces antihypertenseurs, on voit un impact qui est encore un petit peu plus important. Donc, c'est une étude, je vais y arriver. Donc, c'est des résultats qui nous semblent prometteurs et qui montrent que, là aussi, l'intervention, elle peut effectivement avoir lieu, qu'elle est probablement sûre, et puis qu'on constate une efficacité sur un outcome, alors certes intermédiaire, mais qui est quand même intéressant du point de vue médical. Pour conclure, donc, nous avons des résultats positifs pour ces 2 interventions, donc qu'on considère comme exploratoires vu quand même le petit collectif. On a eu beaucoup de peine à recruter des résidents pour participer à cette étude sur des interventions individuelles en raison de leur état cognitif. Et puis les familles, les représentants de ces résidents se sentaient généralement assez mal à l'aise quand on leur proposait de participer à ce projet. Donc, ils ne savaient pas comment leurs parents ou leur époux ou épouse se seraient prononcés. Donc, ils ont préféré ne pas donner leur accord pour la participation, ce qui a limité beaucoup la possibilité le collectif de l'étude. On s'est posé la question de la méthode de sélection des résidents. On s'est intéressé aux résidents qui étaient le plus polymédiqués, et c'est probablement pas chez ces résidents-là que l'intervention serait la plus simple, puisque ces résidents avec parfois 15, parfois 20 médicaments, ils sont généralement suivis par de nombreux spécialistes, donc ce n'est pas chez eux que c'est le plus facile d'intervenir. Et puis, concernant les indicateurs de sécurité, alors là non plus, sur les chutes, sur les hospitalisations, on n'a pas vu d'impact significatif.
Ce qui pourrait être vu comme une chose négative, mais de notre point de vue, c'est quelque chose de positif. Ça montre de nouveau qu'on peut améliorer l'utilisation des médicaments chez les résidents sans péjorer leur situation. Par contre, une mesure qu'on a vue et sur laquelle on a été un petit peu perturbé par les résultats, c'était la qualité de vie, puisque la qualité de vie avait augmenté durant l'étude dans les deux groupes qu'on a étudiés, et elle a augmenté un petit peu plus dans le groupe contrôle, ce qui pourrait être perçu comme une péjoration de la situation des résidents du groupe intervention. Alors nous, on préfère, enfin, je ne vais pas dire qu'on préfère imaginer, mais en tout cas, on est, après aussi de nombreuses discussions avec des professionnels un petit peu revenus sur la facilité de mesurer la qualité de vie chez des résidents en institution. Et donc, on se pose la question de comment est-ce qu'on pourrait mesurer des résultats qui sont importants pour les résidents ou pour leur famille lorsqu'on fait ce genre d'intervention. Et je passe maintenant de vous la parole à Anne pour la suite de la présentation. Alors, je tente l'affaire. Ah bah super, du coup, je suis désolée, je passe rapidement sur... Je retente. Voilà. Ah bah non, désolée. Voilà. En fait, c'est moi qui vais présenter les stratégies d'implémentation qu'on a pu étudier au travers de cette expérience qu'on a eue avec ces 2 essais cliniques. C'est un peu particulier, c'est un contexte particulier, l'essai clinique pour mener une intervention, mais ça nous a déjà donné quelques connaissances supplémentaires pour pouvoir justement faire évoluer le projet par la suite. Donc, on a vu, et ça a été exprimé par les personnes impliquées, que cette collaboration interprofessionnelle, c'est vraiment le socle de base pour pouvoir permettre ces interventions de déprescription. On a aussi cette volonté vraiment d'avoir une rémunération adéquate. Il faut savoir qu'au cours du projet, en 2018, le financement qui était propre au canton de Fribourg pour l'assistance pharmaceutique est tombé suite à une décision des assureurs. Et de ce fait-là, ben, voilà, tout d'un coup, plus de financement de l'assistance pharmaceutique, et ça a posé évidemment problème pour que les pharmaciens des cantons, impliqués dans les EMS des cantons de Fribourg s'impliquent dans la réalisation des analyses de médication, par exemple. On a aussi cette volonté de s'approprier le processus. Donc, nous, on arrive finalement avec des interventions qu'on doit vraiment intégrer dans les systèmes EMS avec un fonctionnement qui leur est propre, une dynamique interprofessionnelle qui leur est propre. Donc, il faut qu'on puisse laisser cette latitude d'adaptation au sein de chaque EMS. Et puis, on a besoin d'avoir cette formation clinique des pharmaciens, même si honnêtement les bases pharmacologiques, ils les ont pour réaliser ces analyses de médication en particulier, mais surtout organisationnelles pour les aider à coordonner le projet au sein des institutions. Et puis on a aussi développé tout un atelier de communication interprofessionnelle. On a aussi développé on est passé d'un système d'études au clean, donc vraiment un essai clinique qui nécessite évidemment certaines précautions au niveau de la protection des données. Damien en a parlé, donc il y a ce consentement patient qui est accompagné d'une information de 17 pages qui évidemment fait peur aux participants. Donc, du fait de sortir de cette évaluation très formelle, on peut dire qu'on évalue la qualité des soins. Alors, la richesse des données, elle est un peu plus faible, mais ça nous permet d'alléger un petit peu les contraintes liées à cette protection des données. On a aussi besoin de facilitation au sein des EMS. On a vraiment besoin de quelqu'un qui suive le projet, qui relance les personnes impliquées. On l'a vu très concrètement parce qu'on a fait ce travail pour les analyses de médication et puis on était très occupés, donc on ne l'a plus fait pour les cercles de déprescription, et on a vu que finalement, si on ne relançait pas, même si les gens avaient l'intention de continuer à faire ce genre de cercle, ils ne l'ont pas fait réellement.
Donc ça, c'était un peu les constatations qui nous ont permis de nourrir la suite de ce projet Oldenach. Donc fort de ces résultats, le canton de Vaud a souhaité qu'on mène un projet pilote d'analyse de médication au sein d'une dizaine de DMS du canton dès 2021. Ils nous ont pour cela alloué des financements spécifiques pour les pharmaciens et les infirmiers infirmières. Pas pour les médecins, j'y reviendrai. On a développé 3 jours de formation assez intensifs et puis très diversifiés, déjà très interpro, et puis une plateforme d'échange entre participants. Donc ça s'est relativement bien passé, on a eu un impact. On a pu aussi à nouveau collecter des connaissances supplémentaires pour faciliter Je suis en train de faire des bêtises, pardon. Je ne me suis pas rendu compte que je vous partageais peut-être mon écran avec les commentaires, que je ne lis même pas, mais je ne sais pas comment revenir en arrière. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a glané certaines connaissances supplémentaires pour pouvoir finalement continuer à développer ce projet, pour le déployer dès 2022, où là, on a engagé quelqu'un pour faire la facilitation de ce projet. Donc, vraiment quelqu'un qui appelle les pharmaciens, qui leur demande comment ça va, quelles sont les barrières, quels sont les facilitateurs qu'ils ont pu trouver, et puis qui puissent finalement échanger avec les autres pharmaciens impliqués. On a aussi adapté le monitoring parce qu'effectivement, c'est plus dans le cadre essai clinique. Et puis, on a négocié une rémunération spécifique pour les médecins parce que c'est vrai que moi, je n'avais pas cette connaissance-là, mais on a la possibilité de facturer dans le TARMED pour le médecin, elle est très limitée, puisqu'ils ont droit à 30 minutes de facturation par 3 mois, hors consultation directe avec le patient. Donc, le projet maintenant finance la discussion, enfin l'implication du médecin dans la discussion des cas. Et puis, on a aussi adapté le cahier des charges pour finalement diminuer une charge de travail en lien avec la rédaction d'un rapport d'assistance pharmaceutique qui prenait beaucoup de temps aux pharmaciens, qui apportait assez peu de plus-value. Donc là, maintenant, on est parti sur des analyses synthétiques et puis comme ça nous a permis de dégager du budget pour financer les analyses de médication. En 2023, on a prévu de faire un symposium interprofessionnel. Ce sera le 6 mai prochain, si vous voulez y participer. On a aussi la volonté de développer des ateliers de communication interprofessionnelle au sein des équipes DMS, en triade. On voudrait développer aussi un outil qui permette à la fois de réaliser la prestation, qui puisse être utilisé au sein des dynamiques, enfin des triades dans les EMS, mais aussi qui nous permette à nous de faire le monitoring de façon à respecter la protection sur les données et puis de faciliter le travail de tout le monde. Et puis, on voudrait aussi développer des supports de communication propres pour les résidents et leurs proches parce que finalement, on se rend compte aussi que parfois, dans certains EMS, on ne pose pas la question aux proches, enfin aux résidents et leurs proches. C'est assez compliqué. On dit que voilà, si je parle au patient de ça, demain, il va oublier, etc. Il y a des EMS qui le font très bien, d'autres qui ne le font pas du tout et on sent qu'il y a besoin d'outils aussi pour soutenir ça. Et puis, notre idée aussi, c'est de disséminer ça dans d'autres cantons. On a approché d'autres cantons, puis il y a des possibilités. Donc, on a fait une soumission de projet, puis on espère pouvoir aller de l'avant hors du canton de Vaud. Donc, les conclusions du projet, c'est que les aires de qualité des prescriptions et les analyses de médication sont tout à fait faisables dans les EMS où il y a déjà cette collaboration interprofessionnelle qui est établie. On a des interventions qui permettent de réduire des PIM, notamment les doses de PIM auprès de ces prescrits pour ces résidents DMS, sans compromettre la sécurité de leur prise en charge. Et puis, on doit vraiment accompagner l'implémentation de ces interventions pour que ce soit durable à terme. Voilà, donc ce QR code vous permet finalement d'accéder à la page du Fonds national où il y a toutes nos publications qui sont référencées. Alors, j'en ai terminé. Voilà, merci beaucoup, Dr Niki et Dr Cato pour la présentation de ce projet très intéressant. Sans plus attendre, nous allons maintenant passer la parole au professeur Kérad, qui est notre expert, donc qui va se livrer à une petite mise en perspective pratique de cette étude et aussi apporter aussi les inputs de sa part. Je vois qu'il y a des questions qui ont déjà été posées via Zoom. Donc, je rappelle les questions. On va tenter d'y répondre après l'intervention du professeur Kérad, auquel je cède la parole maintenant.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner la possibilité de participer à ce symposium. Alors, vous l'avez vu, ce travail est un formidable travail. Je pense que tout d'abord, il faut féliciter les docteurs Kato et Niki pour ce projet de recherche. D'une part, parce que c'est une thématique qui fait parfaitement écho à la campagne que nous menons également en Suisse avec la campagne Smarter Medicine. Et d'autre part, parce que, et c'est probablement le point fort de ce projet, c'est qu'il y a vraiment l'interprofessionnalité qui est mise au centre. Et je pense, et ce n'est pas moi qui le pense, c'est tous les experts des mouvements de déprescription le confirment, c'est seulement des approches multimodales où on intègre plusieurs professionnels qui pourront avoir des réels impacts sur nos pratiques médicales. Donc, je tiens vraiment à vous féliciter parce que également, ce qui était très intéressant dans ce travail, c'est que les patients ont été inclus avec l'évaluation de leur perception. Et je pense que c'est très important si on veut mener à bien ces projets de toujours prendre en considération la vie des patients. Et puis le dernier point qui doit être aussi soulevé, c'est que les cercles de qualité, et ça c'est vraiment un avis purement personnel, mais je pense que c'est une formidable plateforme pour pouvoir justement échanger, discuter et remettre un peu en question nos pratiques médicales. Donc, bravo d'avoir utilisé cet outil-là pour essayer de modifier les prescriptions inappropriées dans les EMS. On voit aussi qu'avec ce genre de projet, ce sont des gros projets avec beaucoup d'énergie dépensée. Et puis, les résultats sont certes statistiquement significatifs pour certains d'entre eux, mais relativement modestes. Donc, ça montre encore une fois à quel point parfois c'est difficile de faire tomber quelques barrières sur cette surmédicalisation, sur ces médicaments potentiellement inappropriés. J'avais peut-être pour commencer quelques questions à poser aux deux orateurs. La première, c'est que vous avez parlé des assistantes en pharmacie qui étaient subventionnées soit par les assurances, soit par les cantons. Et si j'ai bien compris, dans le groupe contrôle, donc celui qui n'a pas bénéficié de votre intervention, il y avait quand même une assistante pharmacie de base pour pouvoir évaluer les médicaments des patients. C'est exact? Alors, au départ du projet, effectivement, tout le monde était rémunéré pour faire de l'assistance pharmaceutique, enfin tout le monde, tous les pharmaciens référents pour faire l'assistance pharmaceutique dans les EMS du canton de D'accord. Vaud et de Fribourg. Et puis, donc, ils étaient rémunérés pour faire les sacs, mais même dans le groupe contrôle. Pour les analyses de médication, il n'y avait pas de rémunération spécifique, ni sur Vaud, ni sur Fribourg. Et vous savez si dans les EMS, dans d'autres cantons, ces assistantes pharmaceutiques sont présentes? Est-ce qu'elles sont rémunérées ou est-ce que c'était une particularité des cantons de Vaud et Fribourg? Alors, il y a différents modèles. On retrouve de l'assistance pharmaceutique maintenant rémunérée par le canton aussi dans le canton du Valais. Avant, c'était un système d'assurance aussi. Donc, c'est assez récent sur le Valais. Il y a quelque chose aussi au niveau du Tessin, mais c'est un modèle un peu hybride. Et puis, on a aussi de l'assistance pharmaceutique qui est réalisée dans le canton du Jura. Et puis, les cantons suisses alémaniques, j'avoue, je connais moins. Je pense en Argovie, mais je ne suis pas très sûre. Damien, tu sais, toi? Il n'y a pas de rémunération qui existe en Suisse alémanique à ma connaissance. Il y a certains cantons qui obligent maintenant que des pharmaciens aillent apporter leur soutien aux institutions, même dans les endroits où il y a des médecins qui dispensent eux-mêmes les traitements. Par contre, il n'y a pas de rémunération spécifique qui existe pour ça. Je soulève ce point parce qu'évidemment qu'on aurait voulu avoir des résultats encore plus probants, avec des résultats plus cliniquement significatifs, et probablement que la présence dans le groupe contrôle d'une assistante pharmaceutique a permis probablement de diminuer quand même le taux de prescription de médicaments inappropriés. En nombre absolu, vous avez regardé, parce qu'on n'a pas vu les chiffres en nombre absolu de taux de prescription de certains médicaments dans ces MS, est-ce que c'était au-dessus de la moyenne nationale ou est-ce que c'était un peu mieux? C'était parfaitement similaire à ce qu'on retrouve dans les publications, par exemple celles qui ont été faites sur la base des données du groupe Elzana. Donc, on n'a absolument pas d'impact de l'assistance pharmaceutique sur le nombre de médicaments potentiellement inappropriés. Et puis, le graphique que j'ai montré de 2014 à 2018 montre qu'il y a un tout petit impact, mais comme on n'a pas la possibilité de comparer ça à un groupe contrôle, moi je suppose que c'est plutôt la tendance, je dirais, séculière de l'amélioration de l'utilisation des médicaments qui était en jeu. D'accord. Et puis, j'ai encore peut-être une question par rapport aux résultats des EMS. Est-ce que vous avez rapporté les taux de prescription des différents EMS aux prescripteurs, donc au médecin de l'EMS? Il a pu lui-même se comparer avec d'autres EMS pour pouvoir faire un peu de benchmarking
Alors, c'est un peu l'idée générale dans l'assistance pharmaceutique de faire ce benchmarking entre EMS. Pour la question propre des PIM, c'est un peu plus compliqué parce que les pharmaciens n'ont pas les outils statistiques pour eux-mêmes faire ces graphiques. Nous, on a vraiment dû développer quelque chose chez nous. Puis c'est vrai que dans l'idéal, on aurait aimé faire ces analyses avant pour les fournir aux pharmaciens pour qu'ils les présentent aux médecins et après. Et on doit avouer que voilà, notre projet de recherche étant trop ambitieux, on a pu faire ça, mais après. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on résolve maintenant qu'on veut relancer un peu ces cercles de qualité des prescriptions. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en discuter avec des médecins. Spécifiquement, parce que c'est vraiment un plus, enfin, une base des cercles. Ouais. Et je t'en prie. Ouais, on a eu l'occasion d'en discuter avec des médecins il y a quelques semaines, courant de l'automne. Ils sont très preneurs justement de pouvoir se situer par rapport à leurs confrères. Donc, c'est certainement quelque chose sur lequel on va travailler pour pouvoir fournir ces données aussi de manière un petit peu plus rapide. Et on le sait, c'est pour motiver les changements d'habitude de prescription, c'est un des piliers en fait. Vous me permettez de faire la parfaite transition. Je vais passer rapidement sur quelques diapositives pour vous montrer ce que nous avons accompli comme études cliniques sur le canton de Genève, en utilisant justement un petit peu ce feedback rapporté aux médecins pour essayer de les encourager à modifier leur comportement. Donc, comme je vous l'ai dit en aparté, je suis représentant du mouvement Smart Medicine, et puis les auteurs l'ont dit aujourd'hui, les médicaments potentiellement inappropriés, c'est souvent les mêmes usuels suspects. On retrouve souvent les IPP, les benzodiazépines. Et quand on regarde les top 5 lists, notamment de gériatrie, ils nous suggèrent d'éviter certains médicaments comme ces fameux benzodiazépines. Et puis pour la médecine générale, il y avait également les IPP qui sont trop prescrits. Puis en parallèle de ça, vous savez qu'il y a une nouvelle ordonnance de la MAL qui est sortie maintenant il y a 2 ans, et qui motive les médecins à essayer de faire de la qualité et remettre en question leur pratique. Et on est très, très content de voir que les top 5 lists Smart Medicine ont été considérés par la Société suisse de médecine interne générale comme un axe stratégique pour essayer d'améliorer la qualité des soins. Et ensuite à ça, on a même publié des indicateurs au milieu hospitalier qui permettaient justement de pouvoir identifier des interventions qui sont potentiellement inappropriées. On retrouve encore une fois ces fameux médicaments, ces fameux PIM, qui sont traduits ici par la gestion des benzos en milieu hospitalier. Alors c'est vrai que quand on parle de tout ça dans le monde médical, je crois que maintenant tout le monde est conscient de ces problèmes de polymédication, tout le monde est conscient qu'il y a des médicaments qui sont surprescrits et de manière inappropriée, mais que c'est très difficile de déclencher le changement chez les prescripteurs. Et pour faire face un peu à cela, on avait publié une sorte de cadre d'implémentation pour aider justement les cliniciens à modifier leur pratique. Donc, on ne va pas résumer tout ce qui a été discuté dans ce cadre d'implémentation, mais vous voyez quand même que la culture de l'interprofessionnalité est ressortie, parce qu'on est tous convaincus que c'est seulement s'il y a une révolution culturelle de tous les acteurs de la santé qu'on pourra diminuer la surmédicalisation. Mais je voulais juste vous donner l'exemple de l'audit et du feedback qu'on a utilisé dans un projet de recherche sur Genève. Et qu'est-ce que c'est finalement audit et de feedback? C'est que ça permet de rapporter le comportement d'un individu pour qu'il puisse se comparer avec ses pairs et puis changer ce comportement si ce comportement est déviant. Et on donne souvent l'exemple en fait, de ces fameux radars qui ne sont pas punitifs. Il n'y a pas de flash quand vous dépassez la vitesse autorisée, mais il y a ces petits smileys rouges qui apparaissent sur les routes en Suisse qui permettent de déclencher un changement de comportement parce que normalement l'automobiliste aura tendance à vouloir mettre le pied sur la pédale de frein pour diminuer sa vitesse. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a mené cette étude au sein du réseau Delta, qui est un grand réseau de soins sur plusieurs cantons en Romandie. Il y a plus de 250 000 patients. Maintenant, on est passé à 900 médecins généralistes. Et là, encore une fois, on retrouve un mot-clé, c'est les cercles de qualité. Ce sont des réunions de médecins qui leur permettent de remettre en question leur pratique médicale. Et l'avantage de ces réseaux de soins, c'est qu'on a accès à des données de prescription de la part des assurances partenaires qui signent des chartes avec le réseau. Et vous voyez, ça c'est un exemple de cercle de qualité. Les médecins se réunissent et discutent de leur pratique. Et toute l'importance de rapporter en fait leur manière de prescrire, on leur donne ces fameux graphiques. Là, c'est l'exemple de la PSA, mais on a également des données sur les IPP, et sur les benzodiazépines, sur les statines. Et on voit qu'il y a une énorme variabilité au sein des taux de prescription des médecins, alors que normalement, si tout le monde faisait exactement la même chose, on devrait avoir quasiment une ligne
linéaire, ce qui n'est évidemment pas le cas dans cet exemple de la PSA. Donc, on a mené une étude avant-après où on a utilisé ces certes de qualité comme une plateforme de discussion où on a donc rapporté les données des prescripteurs. On leur a montré où ils se situaient par rapport à leur pairs, par rapport au taux de prescription d'IPP, de benzo, d'autres items. Et on a permis de voir, ça a permis de voir s'il y avait eu un changement en fait, de comportement après cette intervention thématique lors du cercle de qualité. Et là, on a à peu près les mêmes résultats que vous. On voit que finalement, les résultats sont statistiquement significatifs, mais que finalement, c'est relativement modeste cliniquement, mais ça permet quand même de prouver la faisabilité de ces interventions au sein des cercles de qualité et que probablement que cette manière de mesurer le comportement de prescription et de le rapporter à l'échelle du prescripteur permet de déclencher un changement de comportement. Il y a une autre étude qui est en cours actuellement, toujours au sein du même réseau, où on va un peu plus loin, on a changé un peu la méthodologie parce que c'est un essai randomisé contrôlé à l'échelle des cercles de qualité. Hein, parce que sur Genève et Vaud, il y a une centaine de cercles de qualité. Donc, on a randomisé les cercles de qualité avec un groupe de cercles de qualité qui va avoir une intervention avec cette fois-ci une pharmacienne qui va venir participer au cercle de qualité pour justement non seulement rapporter les données aux prescripteurs, en leur montrant qu'ils se situent dans les plus hauts prescripteurs de benzo, typiquement chez les personnes âgées, mais également une pharmacienne qui va donner des outils. Parce que ça, c'était un point que je voulais soulever dans votre projet, c'est que les médecins sont souvent très friands d'outils de déprescription. Ce n'est pas facile parfois de déprescrire, notamment dans l'exemple des benzodiazépines. On sait que la déprescription des benzodiazépines est extrêmement compliquée chez des patients qui sont habitués à prendre ces traitements depuis parfois de nombreuses années. Et cette pharmacienne, donc, lors de cette qualité, donne des outils pour essayer d'aider les médecins à déprescrire. Cette étude est en cours. Je n'ai pas encore le résultat préliminaire qu'on présentera probablement au courant du printemps. Mais c'était juste pour vous donner quelques exemples en fait, de projets qui sont menés à l'échelle des médecins et qui rejoignent un petit peu votre projet parce que les cercles de qualité sont vraiment très stratégiques comme plateforme pour modifier les comportements et le côté interprofessionnalité avec l'application de pharmaciens et de pharmaciennes qui permettent d'apporter leur plus-value et leur expertise dans justement ces fameux consensus que vous avez identifiés. Et je trouve que c'était une très, très bonne approche pour essayer de modifier le comportement général. Et c'est vrai qu'in fine, c'est quand même le médecin qui va être le prescripteur du médicament. Et il faut le convaincre et il faut essayer d'éliminer toutes les barrières qui peuvent s'opposer à ce changement de prescription. Je vais m'arrêter là parce que comme ça laissera un peu de temps aux questions des différents spectateurs sur le webinaire. Et encore une fois, bravo pour votre formidable travail. Merci beaucoup, Omar, pour ces observations et ces remarques très, très intéressantes. Nous avons 5 questions qui sont arrivées, donc je vais les prendre dans l'ordre. Je vais les traduire aussi en direct parce que certaines sont en allemand. Donc, on a la première question, spectateur anonyme. Comment est-ce qu'on peut impliquer les patients dans le management de la médication? Alors, dans le cadre des EMS, c'est particulièrement délicat justement de le faire. On a des patients qui n'ont pas de troubles cognitifs, qui souhaiteraient être plus impliqués, mais ils sont assez rares, je dois dire, parce que comme je l'ai expliqué, eux, ils sont plutôt revendicateurs d'avoir leur mot à dire pour d'autres choses qui les touchent plus directement, comme ce qu'ils vont manger, à quelle heure ils vont manger, etc. Nous, ce qu'on veut faire quand même, c'est de développer un outil de communication relativement simple qu'on co-construirait avec des gens du Senior Lab qui iraient sur place dans un EMS pour vraiment développer des pictogrammes, des choses qui puissent expliquer la notion de déprescription, des avantages et des inconvénients pour pouvoir finalement vraiment privilégier cette communication directe avec le patient. Après, évidemment, on peut sortir ces analyses de médication, cette déprescription hors des EMS. C'est aussi un peu ce qu'on est en train d'explorer, notamment Damien avec le BIHAM. Et là, on aura des patients avec moins de problèmes cognitifs. Et puis là, je pense qu'il va y avoir effectivement tout intérêt à intégrer des patients aussi dans nos réflexions lorsqu'on conçoit l'intervention pour justement pouvoir leur laisser la place qu'ils doivent avoir dans cette gestion des médicaments. Merci beaucoup.
Alors, je passe à la deuxième question de Madame Camille Lanfranchi. En termes de formation des pharmaciens officinaux pour la prescription, que pensez-vous de liens avec des pharmaciens cliniciens hospitaliers en gériatrie où cette pratique est plus ancienne, en parenthèse, avec des semaines de formation, par exemple? Ok, alors, c'est vrai que dans nos 3 jours de formation, on a intégré une pharmacienne clinicienne. Ça apporte évidemment une plus-value de spécialistes, mais nous, on tient vraiment à ce que ce soit des réseaux locaux. Donc, c'est-à-dire que cette compétence pharmacologique, les pharmaciens d'officine l'ont. Elle est peut-être un peu rouillée, ils ont peut-être besoin de prendre un peu sur eux pour s'y remettre, mais honnêtement, ceux qui sont impliqués dans l'assistance pharmaceutique au niveau pharmacologique, gériatrique, ils sont déjà pas mal bons. Donc, on fait vraiment des bases, on donne des outils, mais c'est pas là-dessus qu'on s'est rendu compte qu'on avait la plus grande marge d'amélioration. C'est vraiment cette communication interprofessionnelle, comment on présente un cas au médecin, comment on coordonne l'information, des choses très pratico-pratiques qui aident vraiment les pharmaciens à mener à bien l'intervention. Et puis, on leur donne la possibilité en fait, de faire appel à des pharmaciens de l'assistance pharmaceutique d'Unisanté, comme un peu une béquille pour les premières analyses de médication s'ils ne se sentent pas sûrs. Et honnêtement, il y a très peu de pharmaciens qui ont fait appel à cette possibilité dans la phase pilote du canton de Vaud. Il y en a quelques-uns, et puis c'était assez amusant, c'était juste pour se rassurer eux, parce qu'ils avaient vraiment obtenu les mêmes résultats que des pharmaciens cliniciens de Unisanté. Donc pour moi, c'est bien, on intègre les pharmaciens dans la manœuvre, mais le danger, pour moi, c'est que les hôpitaux prennent le monopole de cette assistance pharmaceutique dans les EMS, et je trouve que ça affaiblit finalement les pharmaciens d'officine. Si je peux compléter aussi quelque chose à ce sujet-là, comme je l'ai dit dans la présentation, on s'était intéressé en priorité aux personnes qui recevaient un très grand nombre de traitements, et puis ces personnes sont avérées difficiles à optimiser. Et en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que les pharmaciens, quand on travaille sur des patients qui sont moins médiqués ou avec des situations qui sont plus facilement prises en charge par des médecins internistes ou généralistes, donc finalement, leur rôle, ce n'est pas tellement cette expertise pharmacologique, même si elle est là, mais c'est aussi d'avoir un œil neuf sur le traitement et d'avoir aussi l'espace et le temps pour faire une analyse approfondie, ce dont les médecins se plaignent souvent de manquer. Donc, c'est aussi ça, le bénéfice d'avoir une personne supplémentaire qui vient regarder le traitement d'un patient, c'est qu'on peut lever des lièvres ou simplement prendre le temps de se poser systématiquement devant un dossier pour après faire des propositions concrètes. Et c'est rarement des questions d'une haute technicité qui sont soulevées. La question qui, en tout cas, moi, m'arrive le plus souvent de soulever, mais c'est pourquoi est-ce que cette personne reçoit ce traitement? Parce que souvent, il est là et on ne sait pas tellement pourquoi. Donc finalement, la question de l'expertise, elle est importante, il est nécessaire d'avoir les ressources, mais elle n'est pas centrale de mon point de vue. Très bien, merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent adresser des questions à nos experts grâce à la fonction QR qui se trouve au bas de leur écran. On a une nouvelle question d'un spectateur anonyme en allemand. Je la traduis. Comment est-ce qu'on peut améliorer la communication, la coopération entre les médecins, le personnel soignant et les pharmaciens? Alors, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est basé sur cette pratique d'assistance pharmaceutique qui était là depuis plusieurs années, et on voit que les gens doivent se connaître un peu personnellement, doivent aussi connaître les rôles professionnels de chacun. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est la même chose dans les cercles de qualité ambulatoires interpro. On met 1 à 2 années à vraiment se connaître, se faire confiance. Et c'est pour ça que on construit d'abord le cercle au niveau de l'EMS, c'est pas très intrusif, puis après on part sur des analyses de médication parce qu'on a confiance les uns entre les autres, et puis du coup on sait ce que peut apporter finalement le pharmacien, par exemple, du point de vue du médecin. Nous, ce qu'on fait dans les ateliers, donc on a un demi-jour d'atelier maintenant dans le cadre de la formation pour les analyses de médication qu'on est en train de réaliser justement maintenant avec une trentaine de pharmaciens, où on joue des cas où justement, voilà, le médecin est un peu désagréable parce qu'il n'a pas le temps, des choses comme ça. Et puis, ça nous permet vraiment d'exercer peut-être plutôt de passer une barrière qu'ont les pharmaciens à s'adresser directement aux médecins. Donc, voilà, c'est la pratique, finalement. Très bien.
Merci beaucoup. C'est plutôt une remarque, je dirais, de Mme Camille Lanfranchi. Une partie des EMS dans le Jura bernois et Neuchâtel bénéficient de revues de médication, mais sans rémunération des cantons. Une étude pharmaco-économique ainsi que sur le nombre de médicaments /PIM est en cours. Voilà, effectivement, parce que c'est fourni par l'hôpital interjurassien, par Monsieur Camille Lanfranchi. Donc voilà. Ah, pardon, c'est pour ça. C'est vrai que cette question de la rémunération, elle est importante, hein, pas seulement pour les pharmaciens, mais pour tout le monde, puisque, comme on l'a dit avant, toutes ces réflexions systématiques sur des dossiers, ça prend du temps, et si ce temps n'est pas rémunéré, ben, malheureusement, personne n'a la capacité de le prendre. Donc, c'est important maintenant qu'on a des preuves de concept, à la fois dans les cercles de qualité médecin-médecin, comme présentait le professeur Carrade, ou dans les cercles de qualité interprofessionnels, qu'on puisse maintenant trouver une solution de financement pérenne qui ne vienne pas de budget ad hoc des cantons, mais qui a une vraie reconnaissance aussi de ce genre de prestations par l'assurance maladie. Puis ça passe aussi par des modifications législatives qui doivent être portées au niveau politique au Parlement. Tout à fait. Une dernière question qui est de Mme Catherine Escher. Quels outils pour prescrire des benzodiazépines? Pour déprescrire, j'imagine. Pour déprescrire, pardon. Parce que prescrire, on y arrive plutôt bien. Ouais. Généralement, ça va. Effectivement, j'avais mal lu. On peut peut-être répondre à cette question en premier, c'est que justement dans le projet d'étude que nous sommes en train de mener sur Genève au sein des centres de qualité pour aider les médecins à déprescrire. Alors déjà, il y a l'aspect de la prise de conscience parce qu'on donne justement les données de prescription des médecins et parfois ça va, on a des chiffres qui montent jusqu'à 75% de certains médecins qui prescrivent des benzos chez leurs patients de plus de 65 ans. Or, on sait que les benzos, on est même au-delà des PIM, hein, c'est qu'on est vraiment face à des médicaments qu'on devrait clairement éviter dans cette catégorie de la population. Par contre, c'est vrai aussi que c'est très difficile de déprescrire et ça, on le conçoit bien. Alors, il y a des méta-analyses qui sont sorties sur la déprescription des benzos et si jamais Marc, je pourrais peut-être faire suivre les liens qui ont montré globalement, en fait, la première chose, c'est qu'il faut déprescrire sur des longues périodes. Il faut surtout respecter, en fait, des sevrages très progressifs et très lents. Indépendamment des autres outils qui sont menés, c'est finalement la lenteur de la déprescription qui va permettre d'arriver à terme à une déprescription totale. Et puis, il faut essayer également faire intégrer le patient dans la déprescription. Ça ne sert à rien de lui imposer forcément un schéma très strict de déprescription. Il faut plutôt que lui participe à cette déprescription en ressentant les symptômes éventuellement de sevrage. Puis après, si vous êtes intéressé également, il y a les Canadiens qui ont lancé un site qui s'appelle deprescribing.org avec du matériel de déprescription qui peut être très utile, hein, c'est très pratico-pratique. C'est surtout orienté sur les benzodiazépines, notamment dans les problèmes de sommeil. Et c'est vrai que c'est la principale raison de prescription des benzodiazépines dans le milieu ambulatoire. Et pour ces problèmes d'insomnie, il y a quelques outils comme le biofeedback ou le stimulus control, qui sont des techniques relativement faciles à mettre en application, même pour les médecins généralistes débordés en cabinet, pour essayer d'éviter justement cette surprescription de benzo dans ce contexte d'insomnie. Donc, je pourrais mettre en lien éventuellement les différents matériels si les spectateurs sont intéressés. Moi, je peux partager une expérience, alors pas personnelle, mais en tant que praticien en officine. On a aussi proposé à une patiente qui souhaitait arrêter sa benzodiazépine, enfin c'était du Zopiclone, mais qui n'arrivait pas à franchir le pas de complètement l'arrêter, qui avait déjà bien réduit les doses, de lui préparer un semainier, et puis dans ce semainier, il y avait des capsules qui étaient toutes identiques, mais une des capsules était un placebo, et puis on ne savait pas quel jour elle était placée. Et puis au fur et à mesure du temps, on augmentait le nombre de capsules placebo chaque semaine, jusqu'à ce qu'à la fin, la patiente ne prenne plus que du placebo. Et puis ça a permis comme ça de franchir la dernière étape. Alors, ce n'est pas pour dire que c'est la seule solution avec laquelle on peut le faire, de loin pas. Ce que le professeur Carrade présente, ça fonctionne aussi très bien. Mais on peut aussi être créatif dans cette démarche, et pour autant que les patients soient d'accord de le faire, puisque ça, c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas se faire sans l'accord et la connaissance de la personne concernée. Merci beaucoup. Peut-être une remarque de ma part. On a vraiment souligné à juste titre l'utilité des sacs de qualité pour l'évaluation des médications. Et une question que je voulais vous adresser, est-ce que vous avez observé on a parlé du benchmarking, donc des médecins qui comparaient entre eux leurs propres prescriptions.
vous avez relevé que ce benchmarking était maintenant bien mieux accepté par les médecins, en tout cas avait une bonne adhérence. Est-ce que vous avez observé une évolution de ce point de vue-là ces dernières années, c'est-à-dire vers une meilleure adhérence de la part des médecins? Une adhésion au fait de se benchmarker dans le cadre de sacs de qualité. De toute façon, de facto, il y a un benchmarking qui est fait entre les EMS. Ça fait partie du principe de base. Donc, le benchmarking est fait dans tous les cas. Alors, à l'échelle ambulatoire, Marc, oui, effectivement, on sent que les médecins sont plus enclins à pouvoir se comparer entre eux. Le facteur très limitant, finalement, c'est que quand on travaille dans le monde ambulatoire et que les médecins installés de manière libérale, on est face à des problèmes logistiques. Chaque médecin a son propre logiciel. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent entre eux. Et on n'a souvent pas la granularité clinique. Donc, on n'a que des taux de prescription bruts de médicaments. Donc, c'est très difficile dans ce tas d'informations de définir si c'est vraiment approprié ou non. Donc, on peut difficilement définir, comme c'est le cas dans le projet de recherche qui a été présenté dans des institutions, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a vraiment le contexte clinique de chaque patient. Alors que dans le monde ambulatoire, on a des données brutes souvent qui viennent des assurances, donc on n'a que les taux de prescription des benzos sans savoir si parfois c'est quand même approprié. Donc, c'est un des facteurs limitants. Et pour éviter ce facteur limitant, ce qui a été utilisé beaucoup dans ces projets d'études, c'était d'utiliser la variabilité finalement, parce qu'on part du principe qu'il y a toujours une variabilité qu'on accepte, parce qu'il y a toujours des situations médicales qui justifient certaines prescriptions, mais que cette variabilité devrait rester dans un certain range et que si on est systématiquement au-dessus de cette moyenne, c'est que probablement on est face à de la surmédicalisation et qu'il faut essayer de modifier son comportement. Tout à fait. Merci beaucoup. Entre-temps, deux questions sont arrivées. On va essayer d'y répondre brièvement. Une question de M. Martin Affentranger. Elle est en allemand, donc je vais la traduire en direct. Est-ce que les soignants ont aussi été impliqués dans les cercles de qualité? Il remarque que finalement, ce sont les soignants qui sont au contact des résidents d'EMS et puis qui reçoivent, en fait, qui reçoivent les questions de ces résidents. Et en parlant des benzodiazépines, il remarque que l'aide des soignants, l'implication des soignants dans le cercle de qualité pourrait être très utile. Alors, les infirmières sont évidemment partie prenante de l'assistance pharmaceutique de base et on les a aussi sollicités pour concevoir nos interventions. Donc vraiment, on a à cœur aussi d'avoir cette perspective soignante qui amène finalement la perspective résident au-delà d'un traitement médicamenteux, au-delà d'une situation clinique en fait. Et c'est vrai que c'est même pas une question pour nous, ils sont vraiment tout à fait intégrés dans la démarche. Et d'ailleurs, le fait de les intégrer dans la démarche, ça permet, ça facilite aussi beaucoup la vie des médecins. Moi, j'avais le retour d'un médecin en EMS qui me disait mais moi, je suis content qu'on ait ces discussions à trois professions, un médecin, un pharmacien et puis l'équipe soignante, parce que ça appuie mon message de médecin, qui est parfois difficile à entendre pour certains soignants, typiquement sur la gestion de la douleur ou des choses comme ça. Donc, les soignants sont intégrés et c'est vraiment aussi l'interprofessionnalité qui fait la richesse de la démarche. Merci. Une toute dernière question avant de conclure et de nous séparer. Donc, Madame Irene Hanke nous pose une question. Je la traduis également. Est-ce que dans l'essai qui implique le placebo dans une déprescription de benzodiazépines, est-ce que les patients étaient informés du fait qu'ils prenaient un placebo, d'une part, et d'autre part, connaissez-vous un lieu où on peut se procurer des tablettes de placebo qui sont identiques comme celles du médicament? Ouais. Je vais répondre à cette question. Oui, la personne concernée était au courant de la présence du placebo. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sans le consentement et la connaissance du patient. Ce n'est pas éthique de donner un placebo sans la connaissance du patient. Et puis pour la question de se procurer des comprimés identiques, c'est à ma connaissance pas possible. Et c'est pour ça qu'on a préparé des capsules qui étaient identiques. Donc on a dû réduire en poudre le comprimé de Zopiclone et puis préparer des capsules identiques de placebo. Très bien. Je pense que nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, chers participants,
je vous remercie d'être inscrits aussi nombreux à ce webinaire. Nous vous remercions également pour les nombreuses questions qui ont été posées par les participants en ligne. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On a une qui malheureusement est restée en plan en raison de l'horaire. Nous pouvons encore répondre à des questions à l'issue du webinaire. Si vous nous adressez ces questions directement, on peut aussi les faire suivre à l'expert concerné. Et nous espérons vraiment avoir pu contribuer à une promotion et disons, à contribuer, de faire en sorte que les concepts de soins et l'échange et la promotion autour des concepts de soins puissent avoir été favorisés un peu par ce webinaire. Je remercie nos intervenants, nos 3 intervenants pour ces exposés qui étaient extrêmement intéressants et leurs contributions engagées dans ce débat, ainsi que Mme Manuela Oetterli et le PNR 74 pour leur soutien. Merci encore pour votre intérêt, votre participation active et vos questions toujours très intéressantes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis au revoir en espérant vous revoir pour un de nos prochains webinaires. À bientôt.